C'est vraiment bien, ça. Vraiment bien. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, ça fait plaisir. Et puis j'aime bien les... L'illustration, ça va pas gêner. Vous avez vu ça? Attendez. Un portefeuille, du cuir et tout, pas mal. Il y a de l'argent? Oh, dingue. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 500 balles là-dedans. 500 €. Mais alors, C'est à qui? c'est à qui? Ben, je sais pas. Non, il y a... On s'en fiche à qui c'est, non? On s'en fiche un peu. Attends, juste par curiosité. Yvan Brel de Rénir. On ne connaît pas. Je connais pas. Il n'y a pas de numéro. On fait quoi? Je sais pas, on partage. Moitié-moitié? Incroyable. Bon, on verra ce qu'on en fait tout à l'heure. Quelle raison aurais-je de rendre ce portefeuille, franchement? Aucune. 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 Il y a 400 €, le 500. propriétaire... 500. Mais j'en prends un. J'entends bien sûr, mais le propriétaire n'est pas joignable. Il ne saura pas que c'est moi ou nous qui le lui volons. Pourquoi est-ce qu'on le lui rendrait? Parce qu'on se pose la question. Laurence de Villers enseigne la philosophie au Centre Sèvres et à l'Institut catholique de Paris. Le fait même qu'on se dise, mais quelle raison? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À la seconde où je me demande ce que je fais... Et même l'antéseconde. C'est-à-dire la seconde d'avant. Ouais. Parce que ne me mentez pas, il y a eu un tout petit moment où on s'est dit, on fait quoi? Un tout petit moment, peu importe le temps qui C'était dure. pas juste une mise en scène. Oui, Mais il y on s'est avait posé la juste ce question. moment où on s'est dit, on fait quoi? On fait quoi? Et le fait même qu'il y ait cette sorte de suspension de tout, ce que vous êtes, ce que je suis, si on a besoin d'argent, si on connaît la personne ou pas, il y a eu une suspension de tout. Il y a eu comme l'effacement de ce décor, du contexte, de tout. L'effacement de nos histoires, de l'histoire. Et ce moment de Juste suspension... 500 balles faciles qui tombent du ciel. Mais même s'il y avait eu que 10 €, il y a eu ce moment où tout s'est suspendu et on s'est dit, qu'est-ce que je fais? Alors après, vous me dites quelle raison on a, mais le fait même de se poser la question, on est dans la morale. On est dans la morale. On y est entré. Être quelqu'un de bien, c'est un livre remarquable. C'est de vous, Laurence de Villers. C'est de ça et de lui qu'on va parler aujourd'hui. Et du portefeuille qu'on rend ou qu'on ne rend pas. On Ou ne le dit pas. de cette grave question. Une question d'ailleurs. Aucun témoin, personne pour me juger, personne pour me condamner si je garde le portefeuille pour moi. Enfin, je dis personne, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a une personne qui me regarde à l'instant où je fais ça, c'est qui? Moi. Voilà. Vous? C'est pas moi qui vous regarde, c'est vous qui vous regardez C'est vous-même. moi qui me regarde moi-même. On n'est jamais tout seul. Et la morale, c'est l'expérience précisément du fait que je et d'eux ou un autre. Il y a moi qui agis, moi qui hésite et moi qui suis déjà en train de me juger. C'est la raison pour laquelle, dans le livre, vous dites à un moment que la morale donne à la fois le sentiment d'être tout à fait intime et de naître du cœur, mais qu'elle donne également l'impression elle prend la forme d'un commandement qui nous viendrait d'un ciel personnel. Oui, la morale, alors contre toute apparence, je trouve que la morale est un domaine fascinant. On n'aime pas le mot morale, hein, on pense tous... Mais il est fascinant quand il faut la construire soi-même. Mais parce Elle est qu'on ennuyeuse quand on la reçoit sans la Alors discuter. voilà, mais de toute façon, on est dans la morale. Selon moi, vous savez, je vous ai dit, ça y est, on est entré dans la morale, on est pris. En fait, mais on non, y était déjà. Mais on y était déjà, on y est tout le temps. Si on examine chacune de nos pensées, vous avez raison, les plus intimes, mais comme les plus intimidantes aussi, Oui, bien sûr. c'est de la morale. On se demande si on doit faire ça, même de façon modeste. Mais on est sans cesse en train de décider, de décider de soi. Parce qu'elle dit, on est embarqué. Mais oui, on est embarqué. La morale m'a déjà précédé. Alors vous disiez intime, et en même temps comme venant de l'extérieur. Oui, c'est l'énigme de la morale. C'est-à-dire que le bien se donne à moi comme un commandement, comme quelque chose que je dois faire. Mais j'en suis le producteur. Et sans moi, il n'existe pas. Et sans moi, il n'existe pas. Alors attendez, vous avez dit « nous sommes embarqués ». Effectivement, Pascal, dans les pensées, dit « nous sommes embarqués ». Autrement dit, le plus important a déjà commencé. Nous ne sommes pas en amont de la vie, ni en amont de la morale. Nous y sommes de plein pied. Lui aussi, il s'apprête à embarquer d'ailleurs, hein, puisqu'il est à l'aéroport de Jakarta. Il a habillé aussi. C'est vol 714 pour Sydney. Alors on n'a pas fait exprès. Hein. Pascal pensait à un bateau, on le quitte pour un avion. Cette scène est merveilleuse. Voilà le capitaine Haddock qui vient négligemment de faire le contraire de nous, c'est-à-dire de laisser traîner 5 $ près d'un mendiant dont il ignore qu'en réalité c'est un milliardaire du nom de Carredas, c'est-à-dire Dassault en vérité. Ma question est, voilà Haddock qui fait le rêve éveillé
du bonheur de cet homme qui ne mange pas à sa faim, dont il imagine qu'il ne mange pas à sa faim, et qui soudain a son bon sandwich, et qui bénit le bienfaiteur, ou qui se sent béni lui-même. Haddock se prend pour Dieu, Raphaël, non, on est d'accord. Il se prend pour lui Dieu. qui a Mais c'est un Dieu qui pleure, mais il se prend pour Dieu. Dieu Comment vous veut- comprenez cette larme? Alors, elle est C'est du embêtante. contentement, c'est de la... Et voilà, elle est embêtante, parce que l'alarme, c'est l'alarme de la personne qui a fait du bien et qui, saisie d'émotion, se dit « J'ai fait le bonheur de quelqu'un, je suis quand même quelqu'un de bien ». Donc c'est le type qui tombe en extase devant son propre geste. Il y a beaucoup de vanité dans la larme. Beaucoup de plus que- vanité, devant sa propre moralité. On pourrait appeler ça la belle âme. Mais Laurence, pardonnez-moi, vous-même à la fin du livre, vous parlez de l'attendrissement moral. C'est très beau d'ailleurs, c'est une des plus belles pages du livre. Vous parlez d'un attendrissement moral. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'attendrissement moral? Le type se dit, tiens, il va manger, ça me fait plaisir. C'est pas moi qui vais manger. Après tout, c'est pas Haddock qui mange le sandwich, mais il est content. L'attendrissement moral n'est pas du sentimentalisme. La morale n'est pas affaire de sentiments, et même pas de bons sentiments. La morale est quand même cette force de contrainte qui me demande d'une certaine façon d'agir presque contre moi. Et de le faire sans éprouver cette espèce de confort et de contentement, un rien vaniteux, de la personne qui est tellement fière d'elle-même d'avoir fait du bien. Il faut pouvoir se détacher de soi-même faisant le bien. Et c'est Ne pour pas ça- se regarder être vertueux. Mais non. Question encore, avant de quitter cette image un instant. Comment comprenez-vous la présence du ciel dans D'emblée, les hein. pensées qu'on attribue à Caridas? Le ciel soit loué, merci mon Dieu, hop, et bénissez. Alors, c'est ce qui m'a fait dire que Haddock se prend pour Dieu. Et je pense qu'il y a une façon d'envisager la morale comme un Dieu propriétaire. J'ai fait le bien est à moi, je suis cette personne vertueuse, gardienne du temple. Et ça, pour moi, c'est pas la morale. La morale C'est de ne la fait- vanité. C'est de la vanité, Venez avec moi, venez. c'est de l'amour-propre, c'est du contentement. Ça peut même être, Raphaël, ça peut même être de la compassion. Et la compassion, c'est pas de la morale. On n'agit pas envers quelqu'un parce qu'on le prend en pitié. On agit moralement parce que le bien me le demande, parce que je fais le bien. Parce que Oui, mais il y a alors- ce commandement en moi. Vous avez raison, mais compassion, en grec, se dit sympathie. C'est-à-dire littéralement le fait de souffrir avec. Celui qui compatit, vous vous faites mal, je compatis. Est-ce à dire qu'un peu de votre douleur, je l'éprouve moi-même à ce moment-là? Est-ce qu'on n'est pas dans la morale à l'instant où Eh ben non. je sens une douleur qui m'a été épargnée, qui est la vôtre? Je suis obligée de vous redire que la morale n'est pas une affaire de sentiments, même les bons. La sympathie, c'est pouvoir effectivement se mettre à la place de l'autre et le décharger d'une certaine façon d'avoir existé, d'être celui qu'il est en train de souffrir. Le problème de la sympathie comme de la compassion, mais je crois que la compassion est pire d'une certaine façon que la sympathie, c'est qu'elle a la vue courte et la vie courte. La sympathie, généralement, elle a l'esprit de club. On éprouve de la sympathie pour des gens qui nous sont sympathiques. Pour les gens sympas. Pour les gens sympas. C'est ça. Imaginez que vous soyez moche, laid, pas sympa. J'aurais un peu plus de mal à être vertueuse. Bienveillante envers vous. ou... Ah, c'est ça. Eh ouais. Dans la troisième partie des Misérables, Jean Valjean, connu désormais sous le nom de Monsieur Madeleine, grand notable, qui élève sa fille Cosette, qu'il a adoptée, vit une vie radieuse et s'apprête à gagner des millions. Il en a déjà quelques-uns, il est heureux. Et voilà soudain qu'il apprend que Champmathieu, un brave homme, enfin pas très brave d'ailleurs, puisqu'il est lui-même coupable de vol, est pris pour Jean Valjean et va être envoyé aux galères au nom de Jean Valjean. Que doit-il faire? C'est l'occasion pour Victor Hugo de rédiger un chapitre absolument magnifique qui s'appelle « Tempête sous un crâne ». Mon but est atteint. Il se déclara que sa vie avait un but, en effet. Mais quel but? Cacher son nom? Tromper la police? Était-ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il n'avait pas un autre but, qui était le grand, qui était le vrai, sauver non sa personne, mais son âme, redevenir honnête et bon, être un juste? Est-ce que ce n'était pas là, surtout là, uniquement, ce qu'il avait toujours voulu, ce que l'évêque lui avait ordonné? Fermer la porte à son passé? Et quelques lignes plus loin, Jean Valjean a un moment d'hésitation et il se dit « Mais cet homme va aux galères, c'est vrai, mais que diable! Il a volé! J'ai beau me dire qu'il n'a pas volé, il a volé! Moi, je reste ici, je continue. Dans 10 ans, j'aurai gagné 10 millions. Je les répands dans le pays, je n'ai rien à moi. Qu'est-ce que cela me fait? Ce n'est pas pour moi que je le fais. »
La prospérité de tous va croissant, les industries s'éveillent et s'excitent, les manufactures et les usines se multiplient, les familles, 100 familles, 1000 familles sont heureuses. La contrée se peuple, il naît des villages où il n'y a que des fermes, il naît des fermes où il n'y a rien. La misère disparaît, et avec la misère disparaissent la débauche, la prostitution, le vol, le meurtre, tous les vices, tous les crimes. Que doit-il faire ? Voilà un homme qui hésite entre faire le malheur de sa fille, faire sa propre ruine, la ruine du pays qui dépend de sa propre prospérité, tout ça pour être condamné pour un crime que lui-même n'a pas commis, alors que l'autre est un criminel, mais qu'on le prend pour lui. Et il s'en sort en se dénonçant lui-même. Comment comprenez-vous le geste de Jean Valjean, Laurence de Villers ? Alors, il y a d'abord cette question qu'on se pose très souvent, est-ce que je peux être le seul juste dans un monde qui prospère avec les vices ? Oui. Et effectivement... Trop bon, trop con. Bah, oui. C'est une autre façon de le dire. Et mais... c'est ce qui fait que quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, on doit préciser que c'est un compliment. Parce que la gentillesse donne l'impression d'une faiblesse. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai qu'elle est gentille. Exactement. Donc, il y a cette idée que si je suis gentil ou juste, je risque d'éprouver une solitude abyssale. Je serai seul, non seulement peut-être le seul juste, mais au milieu des vices. C'est les lignes que vous avez lues. En face de ça, il y a quoi ? Il y a quand même quelque chose comme sauver son âme. Alors, on va me dire, oui, c'est religieux, c'est Mais un de l'autre côté, il vocabulaire. a sauvé sa fille quand même. Parce qu'il se dit à un moment, c'est quand même très égoïste de sacrifier le bonheur et la prospérité de Cosette après l'enfance qu'elle a eue à la seule satisfaction de ma morale. Il sacrifie, en fait, dans ce passage, qu'est-ce qu'il sacrifie ? Les sentiments, la sympathie, l'amour. Parce que la morale demande quand même plus que le fait d'aimer ma fille. Et je l'aimerais d'autant mieux que j'aurais sauvé mon âme, c'est-à-dire que j'aurais accompli le bien. Dans ce bien, parce que le bien est contagieux, dans ce bien, je sauverai aussi Cosette. Dominique Lamoureux est le directeur éthique et responsabilité de l'entreprise française de défense et sécurité, Thales. Vous êtes, alors je vous ai demandé tout à l'heure si je pouvais vous appeler ainsi, éthicien. Oui. Éthicien, c'est-à-dire vous avez travaillé pendant 40 ans dans une grande entreprise, Thomson puis Thales. Vous avez travaillé dans cette grande entreprise, et dans cette grande entreprise, vous avez donné des conseils d'éthique. Comment ça se passe ? Essayer de développer une démarche d'éthique, de responsabilité d'entreprise. Vous voulez dire que vous faites entrer la morale dans le capitalisme ? Alors non. Je Alors crois voilà. que, comme dit Laurence, la morale, c'est ce qui dit le bien et le mal avec un grand B et un grand N. Et je crois que l'entreprise ne s'inscrit pas dans la morale, on est dans le domaine de la technique, et l'entreprise est amorale. En revanche, elle découvre l'éthique. Et qu'est-ce que c'est que l'éthique ? Pour moi, c'est au-dessus de simplement de respecter la loi, hein, la conformité, on respecte la loi, mais on est en dessous de la morale. Et on découvre l'éthique qui est quoi ? Qu'est-ce que je fais de bien et de mal, ici et maintenant, en tenant compte des demandes de mes diverses parties prenantes. Ça veut dire l'actionnaire, ça veut dire le client, ça veut dire les salariés. On n'est pas sorti du calcul de l'intérêt, là, dans ce que vous me dites. Oui, mais quels sont les arbitrages que l'on doit faire donc, ici et maintenant, pour répondre à ces besoins, ces demandes, ces exigences. Et vous voyez, il y a 10, 11 ans, au moment de la grande crise, tout le monde se disait, le capitalisme peut-il être moral ? Et on avait des tas de chefs d'entreprise qui, très sincèrement, mettaient la main sur le cœur en disant, arrêtez de me tenir pour un vampire, je suis un homme de morale, moi aussi. À quoi j'avais envie de répondre en permanence ? Un homme de morale, quand on est patron, quand on a charge d'âme, on fait pas du sentiment. Ou alors, si on se conduit moralement, c'est parce qu'on y trouve son intérêt que répondre. Et puis la confusion peut être dangereuse, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas pour finalité d'instaurer le bien sur Terre. Non. Ça ne veut pas dire qu'elle veut instaurer le mal non plus, il ne faut pas être manichéen. Mais c'est pas la définition de l'entreprise. Absolument, ne les confondons pas ce rôle. Et moi je trouve qu'en ce moment, on a un petit peu tendance que des pays, que des nations, que des États transfèrent de plus en plus de responsabilité morale, je vais dire, vers les entreprises. Vous allez lutter pour les droits de l'homme, vous allez lutter pour l'environnement, mais c'est d'abord le rôle des États de mettre en place les législations adaptées, de veiller à ce que les enfants ne travaillent pas et de contrôler que les enfants... Mais surtout, si les entreprises s'en chargent, ça n'est pas désintéressé, c'est ça que je veux dire en fait. C'est que la boîte est obligée de bien se conduire pour avoir d'elle une bonne image et donc vendre ce qu'elle vend. Mais c'est parce que l'ambiance est à la vertu que l'entreprise se conduit bien. Si l'ambiance était au vice, l'entreprise se conduirait mal.
si la société civile encourage le vice, la délation, oui, bien sûr. Et donc je crois que nous allons, mais vous le dites, nous allons vers une prise de conscience de ces nouvelles exigences. Mais de quoi est-ce qu'on prend conscience dans une boîte? Est-ce qu'on prend conscience du fait qu'il faut être moral, ou du fait que, même quand on veut être moral, en vérité, on continue de faire le calcul de son intérêt? Non, je crois que, prenons simplement les choses simples. On doit respecter l'environnement, on doit respecter, attention, le réchauffement climatique, attention, la question des droits de l'homme. Le pas vu, pas pris, le caché, qui était... Bon, on a aujourd'hui une transformation absolument formidable des instruments de communication, de la transparence, pour qu'aujourd'hui, ce qui... on ne saura pas... Aujourd'hui est apparent. Je pose le dilemme autrement. Mais il n'y a pas derrière ça, il y a un peu de cynisme. C'est ça que j'allais vous dire, voilà, c'est ça. Mais oui. C'est une boîte qui bosse pour l'Arabie Saoudite ou pour la Chine, par exemple, qui commerce avec, discute avec des gens qui, en Arabie Saoudite, interdisent à l'époque aux femmes de conduire ou bien de paraître sans voile. Bref, ce sont des univers avec lesquels la morale peut avoir des difficultés à discuter. Les boîtes le font. L'argument, parfois, c'est de dire, on le fait parce que les choses vont s'arranger, ça va se développer, on va pas tourner le dos. C'est la grande idée des Lumières. Le commerce et l'industrie va rendre vertueux ce qui n'est pas. Qu'est-ce que vous répondez à l'entrepreneur qui bosse avec la Chine en disant, et qui s'arrange avec sa morale en disant ça va s'arranger, c'est pas plus mal qu'il fasse du commerce? Oui, monsieur, attention. Demain, vos actionnaires vont vous demander, parce qu'ils sont conscients aussi de l'environnement, est-ce que vous investissez bien dans des secteurs vertueuses, dans des entreprises vertueuses? Ou est-ce que vous faites travailler les enfants à 5 ans Et vous faites travailler le salarié va dire non, moi j'accepte pas de travailler dans cette boîte. Et puis aujourd'hui, j'ai les médias, j'ai la presse, j'ai les réseaux sociaux, un cours de bourse qui descend parce qu'il y a atteinte à la notoriété, à l'image, à la réputation d'entreprise. Non, j'en reviens à l'épisode du portefeuille tout à l'heure. Il y a deux raisons de rendre le portefeuille. La première, c'était, il faut rendre le portefeuille. C'est pas à moi, donc je rends le portefeuille. Je cherche son propriétaire légitime et je lui rends sans lui prendre un centime. Bon. La deuxième, c'est en mode capitaine Haddock. Tomber en extase devant sa propre abnégation, devant sa propre oblation. Et dans ce geste-là, entre pour le coup beaucoup de vanité, de cynisme peut-être. Et pas de moralité. Et pas de moralité. En réalité, j'ai l'impression qu'on se débat... Ce que je veux dire, c'est que le même geste peut être dicté par le cynisme ou par la morale. Absolument. Voilà. Mais parce que je pense qu'on se débat, et vous l'avez dit, il y a comme le ciel étoilé de la morale très radical. C'est Kant, le ciel étoilé au-dessus de moi. Le bien et le mal ne se négocient pas. Ne se négocie pas. Je ne crois pas à la zone grise. Je crois qu'il y a le bien et le mal. Je ne suis pas manichéenne, je ne crois pas à la confusion des deux. Il y a un absolu. Il y a un absolu. Et vous l'avez dit, juste l'étage en dessous, il y a l'éthique. Et vous avez dit l'éthique, ça me permet d'essayer de savoir ici et maintenant comment moi je rends des comptes à cette radicalité du bien et du mal. Et ça me semble important, parce qu'effectivement, je crois qu'il faut préserver l'absolu. Le bien et le mal, ce sont des absolus dans nos vies. Oui, mais on le préserve pour qui? Parce que le type qui rend le portefeuille, il peut le faire par cynisme. Le chef d'État qui serre la main d'un dictateur, il le fait au nom de lutter contre le chômage et du marché qui s'ouvre. Eh bien, en fait, au nom d'eux, c'est-à-dire ajouter ce au nom d'eux. L'entrepreneur, il voit son intérêt, bref. Absolument. Quand est-ce qu'on peut... Et même l'homme vertueux qui le fait au nom du bien, parce que c'est bien d'être bien, ce au nom d'eux fait que vous n'êtes plus dans la morale. La morale a forcément un caractère désintéressé. La vraie morale se moque de la morale au sens où la conformité, la sympathie, même la bienveillance, même la moralité, même la religion, la conformité n'est pas la morale. La vraie morale se moque de la morale. C'est Blaise Pascal qui dit ça. En d'autres termes, on n'a pas besoin d'un décalogue, on n'a pas besoin de la critique de la raison pratique, on n'a pas besoin de la Bible pour savoir quand on agit bien ou quand on agit mal. Passionnant de parler avec vous, Dominique. Merci infiniment d'avoir joué le jeu comme ça. Prudence Petzer est professeur des écoles dans une classe de CE2. La morale à l'école, c'est pas que des leçons écrites, c'est sûr. Même si je pense que c'est important de mettre des mots sur une feuille et de l'écrire de sa main pour que ça rentre. Parce qu'ils lisent leurs leçons.
quand même. Et ils les apprennent et ils les retiennent. Plus jeune, j'ai l'impression que on respecte les règles pour pas se faire gronder, pas se faire prendre. Et pour être félicité par ses parents et peut-être avoir des cadeaux en carotte. Mais bon, ils agissent encore pas mal comme ça. Mais en CE2, là, les enfants que j'ai actuellement, j'ai l'impression qu'ils se posent plus de questions sur... en tout cas, en EMC, ce qu'on fait en classe, je leur ai demandé de réfléchir sur la cause de pourquoi cette chose est interdite ou pourquoi ce serait envisageable de l'éviter, préférable. Et ils ont toutes les réponses. Après, ils me donnent les bonnes réponses parce qu'ils les connaissent, mais j'ai pas envie qu'ils me donnent les bonnes réponses pour que, encore une fois, ils soient valorisés et qu'ils soient bien vus par la maîtresse, mais plutôt qu'ils la comprennent et qu'ils agissent comme tel. Parce que le bien, ils le connaissent, mais c'est pas pour autant qu'ils agissent de la bonne manière. Il y a vraiment des élèves qui ont de la chance, hein. Il y a vraiment du beau monde dehors, vous vous rendez compte? Et il y a quand même des kantiens qui s'ignorent. Et il y a quand même des kantiens qui se savent kantiens, Ou qui se mais savent qui en l'occurrence kantiens. ne citent pas Kant devant les gamins à qui ils apprennent du Kant. Deux choses dans ce que dit cette institutrice remarquable. La première qui est passionnante, c'est essayer d'agir sans carotte. Sans carotte ni bâton. Spinoza, à la toute fin de l'éthique d'ailleurs, dit les gens qui agissent en vue d'une récompense, carotte ou bâton, sont des gens qui se conduiraient mal si la carotte ou le bâton disparaissaient. En fait, ils n'agissent pas en fonction du bien et du mal. Non. C'est complètement dissocié. Uniquement en fonction de leur intérêt propre. Puisqu'à l'inverse, le mal et le bien ont ce caractère d'absolu qu'on a dit, c'est qu'à la fois ils me requièrent pour exister, mais ils existent en dehors de mon jugement. Que je le veuille ou non, le bien, c'est cela. C'est-à-dire, je ne vise pas la récompense, parce que dans ce sens-là, c'est pas le bien que je voulais accomplir, c'est ma bonne réputation, ou ma bonne conscience, ma tranquillité morale. Ou avoir la paix. Ou avoir la paix. Et alors, bien dormir. Il peut pas y avoir de tranquillité morale. La morale est l'aiguillon dans ma chair. C'est comme ça. Celui qui croit être tranquille avec la morale, ou qui croit être tranquille parce qu'il est moral, n'est pas moral. J'ai encore une question, dernière question. Quand elle parle des élèves, elle dit « Certains savent ce qu'il faut me répondre. Mais ce qu'ils savent me répondre, c'est-à-dire la connaissance qu'ils ont, entre guillemets, du bien, n'a aucun effet sur ce qu'ils font. » Comment comprenez-vous ce hiatus entre le fait de savoir ce qu'il est bon de faire et le fait au quotidien de faire exactement le contraire? Vous avez 30 secondes. 30 secondes pour dire le tragique de la volonté. C'est ça. Pas forcément le tragique de la vie, mais le tragique de la volonté. Parce que la volonté veut le bien, elle éprouve même... Alors, vous avez aimé que je parle d'attendrissement. Oui, je crois qu'on a une forme d'attendrissement au bien. Il y a quelque chose en nous qui se dégèle, qui se dessert. Il y a une sensibilité morale, qui n'est pas des sentiments. Et en même temps, je ne fais pas ce que je veux. Pas au sens où je ne serai pas libre, mais j'enchaîne ma liberté. Je sais que accomplir le bien me libérerait de moi-même, des pesanteurs, de mon avidité, de mon égoïsme. Et pourtant, ma volonté est comme amputée d'elle-même et je ne le fais pas. Je sais que Voilà je dois... le pire ennemi de ma volonté. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne dois pas l'empocher. Je ne dois pas l'empocher. Je le sais déjà, hein, c'est pas la peine de se raconter. On sait qu'on ne doit pas l'empocher, mais quand on et je n'est pas... le ferai. Voilà, on l'empoche quand et même. le tragique de la volonté, c'est ça. Je vois le bien. Et je sais que c'est le bien. Et en moi, c'est le mal que je fais. Et c'est le mal que je fais. Et en moi, le bien est reconnu. Il ne faut pas oublier cette phrase-là, hein, je l'approuve. On va le dire en latin pour terminer tout ça, puisque Faites-le. la phrase que vous avez citée est Dites-le d'Ovide, en- elle se trouve dans les Métamorphoses. Video meliora proboque, deteriora sequor. Traduction. Je vois le bien et je l'approuve, rendre le portefeuille, et pourtant, c'est le mal que je fais. Et sur ces bonnes paroles... Sans partager. Sans partager. Tel Gigès dans La République qui découvre un anneau qui le rend invisible et qui du jour au lendemain se conduit comme un porc. Le libère de la morale. Le libère de la morale. Invisible, on peut tout faire. Invisible, on peut tout faire. C'est le dilemme que les enfants adorent, ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible? Est-ce que vous seriez aussi sage que vous Que l'êtes les maintenant? enfants, je crois que tout le monde adore. Oui, je crois je que suis- si on pouvait être débarrassé de ce fardeau de la morale, d'une certaine façon, c'est quand même un fardeau. C'est-à-dire que c'est le quand même le regard fait d'autrui, de hein. vivre avec soi. Ouais. C'est le fait de vivre avec soi. Et puis pour un enfant, mais c'est vrai que ça marche très très bien Pour quand les adultes, quand non on commence. Oui, mais je parle de la situation de quelqu'un Ah, qui voudrait, l'institutrice qui avec voudrait les enfants. enseigner, une institutrice qui voudrait parler aux enfants et qui leur dit imaginez que vous avez sous la main un outil qui vous permette de disparaître
en un instant comme ça, et que est-ce que vous vous conduiriez comme vous vous conduisez maintenant? C'est une question que les enfants adorent. En général, les joues rosissent à ce moment-là. Bon, allez, on disparaît, c'est fini. On devient Gigès? On devient Donc Gigès. on commet le mal en toute impunité? En toute Je suis impunité. pas certaine que c'est la conclusion à laquelle que j'imaginais. Malheureusement, c'est comme ça. On ne choisit pas. C'est bien qu'on partage. On fait, Mais je pourrais peut-être en avoir plus aussi. Pourquoi plus pour vous? Je sais pas, j'ai envie. S'il fallait avoir lu l'Éthique, la Bible ou la critique de la raison pratique pour sentir que ce qu'on fait relève du bien, le bien serait encore plus rare qu'il n'est. Aucun besoin de littérature ici, aucun besoin de cours de morale ou même de cours de philosophie. Le secret d'un cœur y suffit. Et l'on peut tromper tous les hommes et se déguiser en bienfaiteur. Il en reste un qui n'est pas dupe et à qui nul ne peut raconter d'histoire, c'est soi-même.